Bonjour, ravi de vous retrouver, amis du jour, bonjour, j'espère que votre matinée se passe bien et que vous passez d'agréables vacances. Nous on est là pour égayer vos brises matinales, brises d'été. Alors, au sommaire de cette émission, nous allons recevoir notre collègue Yazid Aitmahiddine qui va nous parler des phares d'Alger. Vous allez voir, c'est très intéressant. On va voyager comme d'habitude avec lui. Ensuite, j'aurai le plaisir de recevoir Hassan Arab qui va nous parler du double anniversaire de août 55 et 20 août 56. Ensuite, j'aurai le plaisir aussi de recevoir ma collègue Myriam Moussaïd qui, elle, va parler jardinage et surtout gros plan sur le géranium. Mais avant tout ça, je vais vous laisser avec la chanson de Abdou du groupe Jumaoui Africa, Emshi Ya Rasoul. Bonjour Nabila, Comment ça se passe bien? Oui, ça va, oui, impeccable. Ce soleil radieux. Oui, avec la cigale. La cigale. La cigale et la fourmée. On est en plein été. Classe. Bah oui. Et c'est bientôt la fin. Ouais. C'est bientôt la fin. Il faudra en profiter. La rentrée sociale, c'est dans pas longtemps. Mais elle, quand même, déjà. Ah, là, il outre, là, je me dis, c'est le début de la fin. Laissons la cigale chanter tout l'été, au moins. Bon, de toute façon, elle va continuer jusqu'à le septembre. Elle est à la benne, là. Hein. Ah oui, elle va faire les heures sup. Tant mieux. Alors, Yazid, dis-moi, pour aujourd'hui, tu vas nous aujourd'hui, nous allons sillonner les côtes algériennes qui sont jalonnées de chefs-d'œuvre de l'architecture, c'est les phares d'Algérie. Très bien. Donc l'Algérie, pas d'Alger. Non, l'Algérie. Super. Oui, les phares d'Algérie, parce que d'est en ouest, sur les rivages, il y a des phares extraordinaires. Quel y en a à peu près? Il y en a 31 phares en fait. 31 phares. Parce qu'il y a des phares d'atterrissage et des phares de jalonnement, il y a des phares d'appoint. Donc, par exemple, à Alger, il y a le phare Oualtier, donc la phare de la jetée du côté de la Mérotée. Oui. Et puis, il y a également un phare d'appoint qu'on peut voir du côté du port d'Alger. Donc, en fait, il y a 32 phares. Et puis, les premiers phares, je pense, ils ont commencé juste après la colonisation, c'est-à-dire dans les années 1800, je pense, 60. Il y a quand même des phares du côté de l'ouest. Par exemple, le phare de Tlemcen, il y a le phare Izi du côté de la commune de Ben Abdelmalek Ramdan. C'est un phare qu'on peut voir sur la route nationale numéro 11. Et puis il y a aussi le phare, ça rime avec l'art aussi. Non, je suis toujours à l'ouest. À l'ouest, du côté de Oran, du côté de Christelle. Il y a également le phare de l'Aiguille. C'est aussi un phare, un très beau phare. Il y a aussi le phare d'El Razawet. Ils sont fonctionnels toujours, Yazid? Oui, ça fonctionne. C'est des instruments, c'est des instruments pour la navigation. Donc, c'est vrai qu'il y a des instruments de navigation par satellite, mais aujourd'hui, il y a aussi, et puis c'est des phares qui dépend toujours de l'Office national de la signalisation maritime, bien qu'il y a de la navigation par satellite, ça c'est clair. Oui. Il y a également dans les îles Abibas, donc il y a aussi des phares aussi d'une beauté extraordinaire. Oui. C'est un joyau. Oui, et puis il y a du côté de l'Est, il y a le phare Cap Carbon. Oui, il y a le Cap Carbon de Béjaïa. Oui, le Cap Carbon, le fameux phare. Il y a le phare Cap Carbon de Béjaïa. En fait, c'est le phare le plus haut au monde. Ah, carrément? Ah oui, par rapport au niveau de la mer, il culmine 220 mètres.
par rapport à d'autres phares. C'est vrai, il y a le plus grand phare, le plus beau phare, c'est le phare d'Alexandrie, c'est l'une des meilleures merveilles du monde, mais il y a le phare de Cap Carban. Le phare d'Alexandrie. Oui. Alexandra. Et le phare Carban, du côté de Béjaïa, c'est l'un des phares le plus haut au monde, puisqu'il culmine 220 mètres d'altitude. Il y a le cap Afia, donc le phare Al-Afia de Jijel. D'accord. Il y a aussi du côté de Skikda, d'autres phares à Kolo de Bougaroun. Il y a également à Stora. Donc il y a aussi des phares. Je pense qu'il y a 3 phares dans la wilaya de Skikda. Il y a Ataraf, donc le cap Rosa. Il y a Annaba, le cap Al-Hamra. Mais c'est formidable. On peut faire comme ça une émission pour retracer, pour voir tous les phares comme ça. Eh bien oui, bon vent sur la marée Nostrum avec Hicham Daoud. Ah, ce serait super, Hicham Aktima. Hicham, il y a même Oussama qui est d'habitude qui vient avec nous aussi lors de nos escapades. Ça te dit, les phares? Oui, c'est bien. Non seulement il y aura des gros plans sur ces phares, il y a des zooms, des travelling à partir d'un bateau. Et puis à l'intérieur, c'est des monuments historiques. Et puis il y a la rencontre des hommes qui font ces phares, parce qu'il y a des hommes qui travaillent. Il y a le gardien du phare. Il y a également toute une salle d'opération pour faire fonctionner le phare. Mais c'est génial, c'est très intéressant. Et puis il y a des phares où l'on trouve des petits musées, comme le Cap Kaksi de Ain Benyan. Voilà, donc on peut également... Même au-delà de ça, faire des sorties scolaires oui, il y a des, pour les enfants. Enfin, c'est ouvert pour le public, pour visiter. Ça, c'est génial. Les enfants, d'ailleurs le musée, il y a même carrément un carnet où l'on peut écrire et signer quand même un livre d'or, par exemple. Un souvenir. Il y a des souvenirs dans le musée de tennis, Sidi Marwan, où l'on trouve la signature de Staline. Oui. Ben oui. Et de Vincent Auriol, le président français de l'époque. D'accord. Donc il y a des musées qui sont vraiment des richesses inestimables. C'est super. C'est des musées, on trouve les anciennes torches, on trouve pratiquement tout l'appareillage qui a existé, comment fonctionner avec. Maintenant peut-être il y a ceux qui fonctionnent avec des groupes électrogènes, etc. Donc on peut trouver beaucoup de choses, beaucoup de. T'as attisé ma curiosité, Yazid, je te jure. Ben oui, parce que. Mais dis-moi les marches, mais elles oui. J'aimerais bien. Oussama, mais il y a quand même des phares qui fonctionnent par ascenseur, mais il y a des phares aussi il faut y aller jusqu'à la tour parce qu'il y a une tour et à la tour il y a toute une rotation et puis faire fonctionner des lumières parce qu'il y a des lumières jaunâtres, il y a des lumières blanchâtres pour inviter les bateaux à... Tu m'as donné envie. J'espère que la même chose aux téléspectateurs parce que ça permet de voyager à travers la côte algérienne, de découvrir la côte algérienne et de découvrir aussi ces gens qui sont là-bas. C'est une vie assez incroyable aussi de rester comme tu dis. Oui, il y a M. Charlel qui est responsable du phare de Cap Kaksi. Notre collègue Rila Saïd Hamouda l'a rencontré. Il m'a raconté des anecdotes extraordinaires par rapport à ce phare de Cap Kaksi. Il y a aussi le Cap Sigli à Béjaïa, il y a le Cap Corbelin, je pense, de Asfoun. Donc il y a beaucoup de phares. Et puis on n'oublie pas le phare d'Hélice, le phare Bengut, le cap Bengut. Donc le cap du phare le Fnar ou le cap le Fnar, donc un pléonasme, mais on le dit comme ça. Et malheureusement, le phare il a subi une attaque terroriste pendant la décennie noire, mais il a été restauré, etc. Très bien. Et tout. Voilà. C'est génial. Puis il y a le cap Matifou. On l'entend souvent dans les. Oui, c'est vrai. Mais les gens du Burj al-Bahri, qu'on appelle aujourd'hui, s'appelait Cap Matifou. Jusqu'à maintenant, je parle des gens qui sont là depuis les années 70, disent toujours Cap Matifou. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais je vois aussi, il y a un petit phare aussi au bout de la Pérouse aussi. Oui, en fait, il y a des phares d'atterrissage, il y a des phares d'appoint. Donc, on les appelle les phares d'appoint, en fait. Et puis aujourd'hui, si on parle des phares, c'est pour rendre hommage à un grand photographe. Oui, alors c'est Zino Zebar. Zino Zebar, il a été emporté par la Covid-19 il y a 2 ans. Et il a consacré un livre sur les phares d'Algérie. C'est génial. Il a consacré un livre sur les phares d'Algérie. Je pense
qu'il a fait un travail titanesque pour les photos parce qu'il s'est déplacé, il a rencontré des gens, il a pu accéder au phare d'Il Abibas parce que c'est une aire protégée. Oui, c'est ça. Il a été donc le cap Carban, il parle aussi du cap de l'Aiguille, donc du côté d'Oran. Le phare d'El Ghazawat, etc. Et il a eu beaucoup d'anecdotes, il a essayé d'utiliser plusieurs zooms pour avoir des résolutions impeccables. C'est quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire. Il a vraiment... il me faut ce livre déjà pour commencer. Oui, si on va le voir. Non, on va le voir. On va le voir et on voit aussi tout le travail qu'il a réalisé. Que Dieu ait son âme. Avec bien sûr Mohamed Belhi pour les textes, parce que le livre a été accompagné de textes sur cette beauté de l'Algérie et sur cette profondeur méditerranéenne de notre pays. Donc en fait, c'est un livre référence en matière de phare. C'est génial, mais c'est formidable. Donc on découvre le littoral et toutes ces anecdotes aussi. Oui, il y a beaucoup d'histoires liées au phare parce que Alger, c'est une ville méditerranéenne et puis il y a beaucoup d'histoires sur les phares. Et on retrouve aussi des mausolées mitoyens des phares aussi. Il y a des mausolées qui sont... cette dette, comme on dit, qui sont des saints patrons de la mer, parce que dans chaque région, il y a des saints patrons de la mer. Sidi Abdelrahman, c'est un saint patron de la mer, on le retrouve, etc. Partout, il y a des saints. Sidi Marwan, du côté de Tunis, c'est un saint patron de la mer. On trouve pratiquement partout des saints patrons de la mer. Donc, il y a toute cette profondeur historique qui est liée à tout ce brassage avec la Méditerranée, parce qu'il y a eu les Phéniciens, il y a eu les Romains, il y a eu les Vandales. Pratiquement, Alger est le carrefour des civilisations. Et c'est à travers ces phares qu'on nous raconte toutes ces histoires magnifiques. Merci beaucoup. Merci Yazid. Merci. On pourrait faire tout la brise d'été. Moi, je m'en lasse pas. J'espère que c'est la même chose pour nos chers téléspectateurs. Et merci beaucoup. Merci à toi aussi. Et à d'autres anecdotes. J'y tiens, moi, parce que j'en apprends tous les jours avec toi. Oui, on va essayer de parler de Walidedda peut-être, parce qu'il y a une histoire avec la mer, puisque Charles Quint est arrivé pour conquérir l'Algérie, et puis c'est des Boukdour à jeter comme ça, des Gdour. Voilà, Yazid, il faut juste appuyer sur un bouton. Et puis il y a eu le déluge, et puis bon, après, Charles Quint n'est plus revenu. Tu nous raconteras cette histoire. Hein. Inch'Allah. Bon, maintenant en attendant de recevoir mon prochain invité Hassan Arab, je vous laisse avec cette chanson Ana Jazairi. Merci beaucoup Yazid, avec Saha. Merci.
Notre plateau de brise d'été et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Hassan Arab. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors vacances, pas vacances? Pas vraiment vacances, puisqu'on est là. Mais c'est agréable, hein, oui. sur cette belle terrasse, on en profite. En cette matinée du mois d'août. Oui, c'est ça. Ça commence à se rafraîchir. Hein. Exactement. On voit deux fois le soleil, il disparaît, mais c'est tant mieux. Les vacances, c'est peut-être en septembre, non? Fin la semaine prochaine. C'est très bien, là, sans dire à rien. Dites-nous, alors aujourd'hui, on va parler d'un double anniversaire. Le double anniversaire du 20 août 55 et 20 août 56. 56. Alors, on va ouvrir cette page d'histoire. Exactement. Donc, le 20 août 55, on est pratiquement à moins d'une année après le déclenchement de la guerre de libération nationale, le 1er novembre 1955. 54. Donc, oui, avant le... Voilà. Oui. Nous sommes donc dans un contexte un peu particulier parce que l'offensive, ce qu'on appelle l'offensive du Nord constantinois, intervient après la mort de son premier chef, c'est-à-dire le chef de la zone 2, future wilaya 2 historique, à savoir Didouche Mourad, qui tombe au champ d'honneur le 18 janvier 1955. Il sera remplacé par une autre personnalité, exactement charismatique, qui connaissait très très bien la région, à savoir Zerhout Youssef. Donc Zerhout Youssef qui était coupé des autres régions, parce que on doit dire que parmi les 5, il n'y avait que pratiquement Krim qui était à la tête de la wilaya 3. Ben Boulaïd à l'époque a été arrêté, Rabah Bitat arrêté. Donc c'était une ambiance assez... exactement. Donc il fallait redonner donc, une vie à cette révolution en cette année 1955. On doit rappeler qu'à l'époque, il y avait la France coloniale avait pratiquement mis le paquet sur les Aurès. Donc, dans l'esprit de Zerhout Youssef, il fallait desserrer l'étau, d'abord sur cette région des Aurès, mais aussi dire aux Français que le peuple algérien, parce que c'était l'objectif principal, c'était gagner le peuple algérien à cette cause, à la révolution. Donc il fallait agir en plein jour, parce que le 20 août 1955, d'ailleurs c'est ce qu'a dit Zerhout lorsqu'il avait réuni un petit peu les responsables dans cette forêt de Jbel Louache, son poste de commandement, il leur a dit le 1er novembre nous avons déclenché la révolution à minuit. Cette fois-ci, nous allons lancer l'offensive à midi, c'est-à-dire en plein jour. Et donc, après cette réunion, il y a quelqu'un qui raconte un petit peu l'esprit de ces préparatifs, c'est-à-dire les derniers jours qui ont précédé à Jbel Louache. Et il disait que Zerhout était sur un cheval blanc et il arrive. Il leur a dit, après avoir fixé les objectifs qu'il fallait donc cibler, après avoir expliqué la portée de cette offensive, il leur a dit on doit remettre la révolution sur rail. Sur rail. Pour vous dire que parce qu'ils avaient senti qu'il y avait un essoufflement, parce qu'on avait pris quelques têtes très importantes. Exactement. Donc ça décourage un peu. Donc c'est comme ça qu'ils ont lancé à midi le 20 août 1955. Il avait mobilisé toute la paysannerie de la région. Incroyable. Tout le monde. Ils étaient menés de gourdins, de haches, d'armes rudimentaires. Il fallait vraiment oser, je veux dire, en plein jour. Donc, alors il y avait des cibles. Donc il fallait, les cibles c'était tout ce qui représentait l'administration coloniale, la gendarmerie, certaines casernes, mais aussi les grands colons, parce que les grands colons, c'était eux qui dictaient un petit peu, et qui ont dicté pendant toute la guerre de libération, un petit peu la politique qu'il fallait mener, c'est-à-dire la politique répressive contre les Algériens. Et justement, après cette attaque, il y a eu une répression. Après cette attaque, justement, il y a eu
il y a eu une répression aveugle, il y a eu des massacres, c'était les massacres. D'ailleurs, on a arrêté les gens dans le temps, et puis on les assassinait. D'ailleurs, il y a toujours dans le stade de Skikda aujourd'hui, il y a toujours le bulle avec lequel, parce qu'ils ont procédé à un enterrement de toutes les victimes dans une fosse commune avec un bulle. C'est ça, donc c'était vraiment une... Certains racontent même qu'à l'époque, il y avait un bateau qui venait donc d'accoster sur le port de Skikda, où il y avait des Algériens, des gens de Béjaïa, des gens... C'était un vrai massacre. Voilà, de l'intérieur du pays, etc. Ils descendent, on les a arrêtés, on les a massacrés. Ils n'ont même pas participé donc à cette... C'est ça, mais justement, même la presse américaine, dans le temps, avait parlé de ça. Ah oui, la presse américaine, d'ailleurs, il y a une image assez... qu'on montre, donc une image d'archive, ce militaire qui a assassiné donc à Ain Abid. La scène se déroule à Ain Abid. Il fait sortir quelqu'un donc d'une tente et il l'assassine à bout portant. Le journaliste, il avait monnayé quelques sous pour le soldat français pour jouer cette scène. Parce qu'on le voit. Ah oui, c'est-à-dire pour vous dire un petit peu la valeur de l'Algérien dans les yeux de l'armée française à l'époque. Donc, quelle que soit la répression, l'objectif de Zéro Youssef était atteint parce qu'ils ont pu montrer que le peuple algérien était désormais derrière le Front de Libération Nationale et derrière l'Armée de Libération. C'est ça, c'est le peuple maintenant, ce n'est plus des organisés, c'est pas une petite organisation ou là. Exactement. Donc après ce coup d'éclat, on l'appelle un coup d'éclat, donc un coup de maître de la part de Zéro Youssef, il a commencé à réfléchir à avoir à donner une autre perspective donc à la révolution. Certains historiens, la plupart des historiens disent que le 20 août 56, c'est-à-dire une année plus tard, a été congrès de la Somme. Exactement. Et le premier qui a souhaité organiser un congrès, donc une réunion où seront donc invités l'ensemble des chefs des régions, c'était justement Zéro Youssef. Zéro Youssef, il a pris contact, l'un des premiers à prendre contact avec Ben Ablan, qui était allié à l'époque, Ben Mehdi, Ben Khadda. L'émissaire, on le connaît, c'est le jeune, à l'époque il était Mahfouz Bennoun, qui va devenir un excellent anthropologue, donc c'était lui qui est venu, il a proposé donc de réunir l'ensemble des chefs de région. L'initiative revient à Zéro Youssef, mais il paraît qu'à l'époque, à l'époque on préparait déjà donc les assises, parce que en 1956 il fallait également donc donner une autre dynamique, lancer une autre dynamique dans le cadre de cette révolution. Il y avait un hall de binôme entre Ben Ramdan et Ben Mehdi. Ben Mehdi, exactement. Donc, d'ailleurs, le congrès de la Soumam devait se dérouler sur le territoire de la Wilaya 2 historique. Et puis, à la dernière minute, ils se sont entendus sur la tenue de ce congrès à la Qala Ibn Abbas. Oui. Et puis il y avait une affaire, parce que l'équipe qui devait partir d'Alger avec les documents, etc., ils ont chargé ces documents et quelques ustensiles sur une mule. Et puis dans la région de Tezmelt, il y a eu une embuscade. Carrément. Carrément. Et puis la mule a disparu. Elle va rejoindre, parce que l'agent de liaison qui l'aura ramené... Et tout ça, c'est pour arriver à la congrès de la Soumam, la plateforme. Le congrès de la Soumam, normalement, c'est-à-dire qui devait se tenir à la Qala Ibn Abbas. Donc, la rive sud de la Soumam. Et puis, la mule, elle a été ramenée par un agent de liaison, elle l'a volée donc d'une ferme d'un colon. Et la mule, à l'initiative de la nuit, elle rejoint cette ferme qui était occupée par les militaires français. D'ailleurs, le Canard enchaîné avait publié quelques mois plus tard, la mule de Karim Belkacem a été retrouvée. Ah oui, carrément. Carrément. Donc, les délégations commençaient
à venir, donc à se déplacer vers pour aller la plateforme de Assouan. Donc, Abban, Ben Mehdi, Krim, ils ont pris la décision de maintenir le congrès. Donc, il fallait trouver... Malgré tout, au-delà de tout... À notre endroit. Donc, Amirouche, qui était à l'époque responsable de la région de la Soumam, parce que ce n'était pas lui, le responsable de la wilaya 3 à l'époque, il leur a proposé cet endroit d'Ouzlagen, donc Ifri. Il leur a dit, voilà, il y a un village, Ifri Ouzlagen, on va pouvoir tenir ce congrès. C'est comme ça que donc, le congrès a duré une douzaine de jours. C'est pas, donc le dernier jour, c'était le 20 août, parce que c'est le jour où on a un petit peu... Sous la protection de Amirouche et Mouda. Oui, c'est lui qui a mobilisé pratiquement tous ces combattants pour assurer une... il y avait une coordination incroyable. Il y avait une coordination, parce que d'ailleurs, on dit que le congrès s'est tenu à la barbe de l'armée française, parce qu'à quelques kilomètres, il y avait un poste militaire important. Donc, pour vous dire... la discrétion algérienne, jusqu'ici. Voilà. Discrétion en arrivant toute une plateforme, tout un congrès. Qui a réuni pratiquement tous les chefs, à part les responsables donc, qui étaient à l'étranger, n'ont pas pu assister à ce congrès, mais tous les autres... Mais justement, pour terminer, on va parler de cette plateforme. Alors, la plateforme, c'est que parmi les résolutions, d'abord, c'est l'ALN, parce qu'il fallait organiser l'armée de libération nationale. Ils ont décidé de créer les cadres, les grades, donc d'attribuer des grades de Djoundi jusqu'au colonel. Le colonel étant le chef généralement d'une wilaya. Et puis, ce n'est plus des zones, mais c'était des wilayas. Donc, la zone 1 deviendra wilaya 1. Et puis, on a doté pour la première fois la wilaya 6, qui n'a pas été, donc, au déclenchement de la guerre de libération, il n'avait pas un chef et un état-major précis. On charge Ali Mellah, le colonel Ali Mellah, de structurer cette wilaya dans un contexte où la France avait commencé à l'exploration et l'exploitation du pétrole. Donc il fallait quand même donc, afficher une présence importante dans cette région d'Algérie. Et puis sur le plan politique, il y a eu ce qu'on appelle certaines décisions qui seront remises en cause par la suite, donc une année plus tard au CNRA. Donc on a doté la révolution de ces institutions. Donc la création du CCE, le comité de coordination et d'exécution, et la création du Conseil national de la révolution algérienne. C'est-à-dire c'est une sorte de parlement. Toutes les décisions, c'est-à-dire quand il fallait prendre des décisions, il fallait consulter et ça reste quand même, cette organisation, cette plateforme, c'est une référence incroyable. Et du peuple et des organisateurs, des têtes pensantes, ça reste une référence. On a doté donc, les maquis, l'ensemble des maquis de l'ALN, des commissaires politiques. Donc en plus du chef militaro-politique, parce que le chef, le commandant de la wilaya, il assure en même temps la responsabilité politique et militaire, parce que c'est un colonel, mais aussi il fallait des commissaires politiques, et le rôle des commissaires politiques était très très important, parce que maintenir des liens avec le peuple, les populations, et assurer tout ce qui était dans l'esprit d'un État, c'est-à-dire toutes les affaires publiques, juridiques, politiques, etc., étaient assurées désormais par les responsables des wilayas, chacun à son niveau. Et puis, ils ont également abordé la coordination entre les wilayas. C'est ça. Non, mais ça a été tellement minutieusement fait. Et donc, ça a permis à d'autres partis de rejoindre la révolution. C'est ça. Ça a été une porte ouverte. C'est aussi un moment de rassemblement. C'est ça. Parce que la prouesse de Ben Mehdi et de Abban, c'est d'avoir réussi à rassembler l'ensemble des Algériens, c'est-à-dire toutes les tendances confondues. Parce qu'il y avait, c'est vrai qu'il y avait
des contacts avec les ulama, donc, qui ont rejoint la révolution. Il y avait des contacts avec le Parti communiste algérien. Tout le monde était consulté, chacun. Exactement. Il y avait les contacts avec les anciens élus de l'UDMA, de Farhad Abbas, etc. Malgré le fait que Farhad Abbas ait rejoint depuis février 1956. Mais là, lors de ce congrès, nous avons acté donc, cette unité nationale dans le cadre de ce congrès de la Soumane. Merci beaucoup. Moi, j'ai fait un tour, j'ai revu toutes ces images. Bon, on n'y était pas, mais vraiment, ça nous a permis un peu d'avoir. C'est un double anniversaire. C'est un double anniversaire. Deux dates importantes dans l'histoire de la guerre de libération. Très importante et qui nous fait un peu. Nationale, oui. Qui nous fait encore, qui nous dit aussi l'Algérie. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Rien ne vient gratuitement. Ah oui, il n'existe pas de hasard dans Non, l'histoire. du tout. Surtout par rapport à ces cas-là. Voilà. Merci beaucoup, Yatek Saha. Merci Hassan Arab. Et là, je vais recevoir notre prochain invité. Mais en attendant, je vous laisse avec cette hymne.
Retour sur notre plateau. Bon, après avoir parlé d'histoire, maintenant on va parler peinture et art. Et je suis toujours ravie de recevoir ce duo de choc et ce duo de passionnés. Madame, alors Maria Elzova, c'est ça, je ne veux pas écorcher. Bonjour. Et Monsieur Kamel Belatrache. Bouchalak. La baisse. Un collègue. Très. Bah oui, c'est notre collègue, bien sûr. Ça fait combien d'années? 30 ans. 30 ans. Classe. C'est pour bientôt, c'est bon. Normalement, septembre, c'est la fin. Et là, vous me disiez que la Villa Deira vous rappelle des souvenirs. Bien sûr. Parce qu'on est au niveau de la Villa Deira. Le jour où j'étais recruté, bon, j'étais détaché sur le film, juste en bas, j'avais un bureau. C'était là-bas que je faisais les préparations du film La Montagne de Bahia. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans, mine de rien, ça passe. Bouclé. Et dans pas longtemps, vous allez nous dire au revoir, c'est ça? Normalement, Inch'Allah, mois de septembre. Officiellement? Officiellement, le 2 septembre, c'est-à-dire j'aurai 60 ans. C'est vrai? 2 septembre. Déjà, hein? Et le 9 mai, j'ai fait 30 ans de boîte. Ça passe vite. Ça passe très vite, mais tant mieux. Mais vous avez trouvé, parallèlement à ça, vous avez pu, je ne dirais pas vivre de votre passion, mais continuer. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent la retraite, je suis contre ce mot-là, parce que c'est la vie, c'est-à-dire la vie commence après la retraite, surtout pour un artiste. Oui, mais bon, officiellement, par rapport à tout pour ce qui un artiste, c'est... Oui, mais pour un artiste, c'est pour la vie. En plus, c'est ça. En plus, pendant la période, il y a le Covid, c'est-à-dire, bon, ça a donné à réfléchir, hein? Non, beaucoup, hein? J'ai eu la chance, c'est-à-dire, bon, de prendre des fois un crayon et tout ça, comme bon, j'ai une maladie chronique, alors j'étais en vacances obligées, c'est-à-dire, je descendais derrière la Casbah avec ma femme ou la Kitani, je faisais des esquisses. C'est toute une thérapie. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. Oui, c'est ça. On a sorti au bord de la mer, à la Casbah. Vous avez beaucoup plus soufflé. Oui, on a pris les photos, on a dessiné on n'a pas senti le Covid en plein air. C'est ça. Oui, et c'est ça. Et vous, ça vous a permis aussi de voir les choses autrement. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc vous appréciez beaucoup plus tout ce qui est nature, tout ce qui est... C'est un autre monde, parce que des fois, les gens, ils entendent, c'est pas qu'on ne descend pas, je ne sais pas pourquoi, surtout pour un artiste. Là, ça m'est arrivé, je descends, je prends un crayon, je descends, je commence à dessiner avec derrière la porte, ou le truc, comment on appelle ça, c'est toute une histoire. Il dit, qu'un vieux, bon. Mais là-bas, d'abord, on va parler parce que c'était... Les gens étaient vraiment... De voir une étrangère, bon, moi, il n'y a pas de problème. Qui m'a dit que je suis un enfant de Zoujaïon, c'est-à-dire je connais la Casbah, je connais qui m'a dit que... Mais qui dit qu'ils يهضروا معاك, c'est... C'est ça, mais à chaque fois, on est dans un musée à ciel ouvert. C'est un musée, on est les gens n'apprécient pas, ils vivent dans l'honneur. Oui, parce qu'ils ont... Vous savez, quand vous êtes dans un endroit, tous les jours, vous n'avez pas le temps de vous arrêter et de regarder. Mais vous, alors vous êtes venu d'un autre continent, d'un autre pays, d'une autre culture. Et donc vous voyez pas, vous n'avez pas le même regard. Non. La première fois qu'elle a vu la Casbah. Quand je l'entrais là-bas, c'était Madout. Comme ça, on descendait les escaliers et je trouvais un monde à part, notre monde. J'ai descendu dans le 17e, 18e siècle. Alors, avec nos amis, on avait bouche bée. Et c'était la première fois que vous venez en Algérie. C'était quand la première fois? Oui, c'était 86. C'est la première fois que je suis entrée à Alger. Et vous étiez étudiante? Voilà, vous étiez étudiante. Mais vous êtes venue par hasard ou vous êtes venue accompagnée? Non, déjà, on était mariés. Déjà? On est mariés très jeunes. La deuxième année, je me suis mariée. Très jeunes, oui. La deuxième année. C'est pas un coup de foudre, c'est un coup de tonnerre, ça. Comme vous voulez. Donc, en étant étudiant... Alors là, en 86, quand elle est rentrée la première fois... Ce fameux Kamel que vous voyez, c'est un étudiant algérien étranger, parce qu'il n'était pas chez lui. Bien sûr. Donc, vous étiez au même cours? Non, pas du tout. Moi, j'étais en première année. Dans la même académie. Parce qu'on n'a pas beaucoup de monde. L'académie est trop petite parce que, par exemple, les artistes peintres... Il faut dire, c'était un coup de foudre. Première année, seulement 30 personnes. C'est très, très... Non.
On a choisi par exemple 30 artistes pour la peinture, 10 pour la graphique ou 5 pour la sculpture. C'est tout. D'accord. Et vous, vous étiez dans quel groupe? Moi, j'ai été la peinture. J'ai choisi la peinture. Moi, c'est toute une histoire parce que je suis rentré au FGIG, après le FGIG, j'ai fait le truc de Sorikov là parce que la première année c'était une année de langue. Oui, déjà pour s'adapter. Et pour approfondir la peinture autant que scénographe, il fallait qu'il rentrer à l'Académie des Beaux-Arts. C'est quand même prépa. Mais c'est toujours le même domaine, c'est-à-dire c'est toujours en préparation. Donc vous étiez dans des groupes séparés? Bien sûr. Et où est-ce Mais moi je vous ai dit, l'Académie elle est petite, on a connu tout le monde. Donc la récréation et tout. On n'a pas beaucoup de... J'étais jeune, c'est-à-dire... Et bon, si je rentre dans les détails, j'étais jeune encore. Sous les détails. On a tout le temps. Hein. On est en août, c'est les vacances, c'est bonjour d'Algérie, ça crée retraite. Nous les Algériens, de toute façon, que ce soit les filles, on est beaux, l'arabe. On est beaux, on est beaux. C'est le destin, voilà. Parce que c'est la confiance. C'est le destin. C'est la confiance. Moktoub, comme on dit en arabe. C'est Moktoub parce que... Voilà, on était habités à différents pays, je ne sais pas combien de kilomètres. C'est ça, mais c'est loin. Et on s'est retrouvés dans un endroit juste et bas, dans voilà, un bon moment. Et être marié à un Algérien en Russie, c'est... Enfin, je vous parle d'avant, oui, mais maintenant c'est devenu un peu normal. Oui, un peu normal. Mais les parents, c'était pour eux... Non, en tout cas, ils ont respecté mon choix, ma choix. Parce que... comment dirais-je, c'est-à-dire, bon, c'est un peu, c'est pas la même chose, c'est-à-dire... T'es avec les parents, vous êtes partis par les parents. On a attendu 3 mois, par exemple, pour faire les papiers. Beaucoup, hein. Pour les papiers, pour le mariage, il faut attendre 3 mois pour réfléchir. Oui, c'est comme ça chez nous. Pas tout de suite. Même le mariage il a parlé à vos parents et ils rendent la réponse 3 mois. Mais les parents, non, c'est pas la réponse. C'est-à-dire, bon, parce qu'une fois que tu demandes ça à la mairie, tu t'inscris à la mairie, tu attends 3 mois. Ça, il faut réfléchir. Est-ce que vous allez... Oui. Mais pas seulement les étrangers, même entre tout le monde. D'accord. Il faut bien réfléchir pour ne pas divorcer. C'est le mektoub. C'est ça, c'est le mektoub. Mektoub, vous l'avez provoqué le mektoub. Encore 2 ans. Oui, c'est... Mais là, je vais te raconter une autre histoire. Je me rappelle comme si c'était hier, j'avais 5 ans. Bon, j'ai eu la chance de rentrer avec mon père ici pour un enregistrement, je ne sais pas. Bon, c'est parce que c'était ses amis à lui, comme c'est un enfant là. الشيخ والله العظيم وقيلا نجي نخدم هنا والله je me rappelle comme si c'était hier. J'imagine que votre vie ça a été comme ça, c'était شوفي il y a des choses qu'on peut rien faire. تكتب Moscou, j'allais pas aller à Moscou, c'est-à-dire parce que je me suis inscrit aux Arts Déco. Bon, Moscou parce qu'il y avait elle qui m'attendait, c'est ça le mektoub, c'est ça le problème. C'est toute une histoire, c'est pour ça que le mektoub j'y crois beaucoup. C'est incroyable. Et donc et déjà ça fait 30. Ça fait des déjà... enfants. Bon, j'ai un enfant qui est né à Moscou, l'autre, bon, la fille, elle est née ici. Et... Ah, vous avez vécu d'ailleurs un moment. Bien sûr, un moment. Ah, ben l'Égypte ou j'ai... Là, j'ai fait mes études là-bas. J'ai 7 ans, d'accord. Parce que bon, j'étais envoyé par le CAIC Grelqet, alors bon, je ne savais pas si je rentre pas. Ben, je suis rentré, je me suis retrouvé à la télévision. Bon, bien sûr, déjà 30 ans, ça, je sors bientôt, ça passe. Ça passe très vite, tant mieux. Vous savez quoi, la plus belle chose et le plus beau compliment qu'un homme puisse dire à sa femme, c'est que j'ai pas vu le temps passer. Depuis tout à l'heure, il dit 37 ans, je les ai pas vus passer. Ça passe. C'est tout un compliment que vous êtes en train de faire à votre femme. Blâme à la balk. Algérien, بصح بلا ما على بالك mais راك تقول لها. Je fais en général. Mais c'est vrai. Quand on passe 37 ans, c'est pas pratiquement. Non, c'est pas bon. Peut-être mais c'est vrai. L'Algérien عنده شغل هذيك زعما الرجوليه jamais il flatte une femme ou quelque chose comme ça. Là, mais il faut pas avoir cette honte parce que sans femme on peut pas vivre. Et la vie, c'est la femme. Mais nous, on le sait, c'est vous qui le savez. Là, je le sais. Et je le sais, je respecte toutes les femmes. De toute façon, mais non, mais c'est juste... moi aussi, je rigole. Quand quelqu'un des Algériens, certes, mais au fond de lui. Oui, on le sait. Il est, mais on le sait, c'est juste pour taquiner. Et donc, après, bon, vous êtes venus 2 ans après, comme ça pour des voyages, pour l'été, pour les vacances. Chaque été. Et après 7 ans, 8 ans, vous êtes venus ici pour vous installer. Pour des bons, oui, pour des bons. Il faut le faire. C'est tout un continent. Oui. C'était mois de novembre. C'est pour ça qu'elle est devenue plus algérienne que moi, c'est-à-dire. Oui. Et voilà. C'est adapté. C'est super. Et vous avez continué à peindre
Bien sûr, bien sûr. Voilà, en tout cas, je voulais faire peut-être... Est-ce que vous vous souvenez de votre première expo? Ici? Oui. Et la première expo ici, on a fait où, Kamel? La Pouponnière. Bon, c'est une exposition collective. C'était moi, Allah yarhamou Kasser et elle. C'était bon, c'était juste parce que l'ex-président Allah yarhamou Boumediene, bon, dans le temps, parce qu'on est devenu pouponnière, c'est-à-dire on a exposé, c'était bon un pourcentage qui devait aller. Avec la décennie noire, on a arrêté parce que c'était impossible. Et c'était quoi votre ressentiment de voir déjà d'exposer vos toiles et de voir la réaction de personnes? Vous n'êtes pas chez vous? Non, là-bas c'est très bien passé parce que c'était patronage de Madame Boudiaf. Très bien. Alors, étaient les ministres, les ambassadeurs. Donc, c'était très officiel. Très, voilà, bon, bien. Pas à 100%, mais c'était avec l'ex-ministre. Son patronage de Madame Boudiaf. Le patronage de Madame Boudiaf. C'était spécialement qui m'a dit une exposition. Oui, très bien. À titre caritatif. Elle a exposé au niveau de l'ambassade russe et tout ça. Oui, j'ai fait beaucoup d'expositions. Plus de vente. Et la machine. On s'est arrêté. Pourquoi? Parce que c'était impossible d'exposer dans le temps. Oui, mais vous n'avez pas arrêté de peindre. Jamais, jamais. Un artiste ne peut pas s'arrêter. Même moi, en tant que... Parce que bon, j'ai géré un département de la scénographie pendant plus de... Bon, j'ai géré plus de 25 ans au niveau de la télévision parce que j'étais chef de service, chef département de la scénographie. On ne peut pas s'arrêter parce qu'un artiste ne s'arrête pas. Bon, peut-être maintenant, je peins plus que d'habitude. Avant, c'était un tableau chaque 3 mois ou quelque chose comme ça. Mais là, C'est bien. Et votre spécialité, on peut dire, c'est l'expressionnisme. Bon, au fond, je suis réaliste parce que je fais parce qu'un scénographe, c'est-à-dire tu ne peux pas faire de l'abstrait. C'est-à-dire quand vous faites un storyboard, c'est la réalité. C'est-à-dire vous lisez le scénario, vous dessinez le film et vous faites toute une étude sur le film. Parce que pourquoi? Alors on rappelle les storyboards, c'est un mot en anglais, oui, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est les scènes. C'est des scènes. Vous dessinez les scènes. Les scènes de film, les plus importantes. C'est-à-dire bon, parce qu'un storyboard, on peut faire sans s'arrêter 1000 planches, 2000 planches. Mais pourquoi on fait ça? Mais il faut le faire. Ah bon? Elle se dessine. Parce qu'un film... Monsieur Boulis, non. Il faut qu'elle se dessine. Mais comment? Parce que le réalisateur, c'est réalisateur. Bon, Boulis, il le sait très bien parce qu'il est bon, c'est un réalisateur que je salue parce que j'ai eu la chance de travailler avec lui. Et c'est un grand monsieur à la Koulehal, sans rentrer dans la... oui, en plus lui de famille, c'est un collègue de 30 ans que je connais. Il sait très bien. Un film, un téléfilm ou un film, des fois... Je vais vous raconter, des fois il y a je ne critique pas, je dis ce que je pense. Des fois, des gens ils font un film. Les années 70, Odin, ce n'est pas le 2022. Mais si tu fais l'étude d'un story, c'est-à-dire tu dessines le film, et tu fais de la recherche, tu vas retrouver les arrêts de bus, ce n'est pas les mêmes arrêts de bus de maintenant. On va dire qu'on est en 1970, alors que 1970, il n'y avait pas la BMW de maintenant. Et ces planches, on en fait quoi après? Ils travaillent avec. Dommage, j'aurais bien aimé vous ramener parce que... Non, mais voilà, c'est pour moi, hein, c'est personnel. Tu dessines le film, tu fais l'étude du costume, l'étude des lieux, l'étude du temps, bien sûr. Un film de 1800 ou la 2022, c'est pas la même chose. Le Commodore de 1992 et le Commodore de 2022, ça n'a rien à voir. C'était autre chose. Parce que je me rappelle comme c'était hier, la verdure et tout ça. Bon, maintenant on est en 2022. On évolue et on apprend chaque jour. On voit sur l'image une photo de vous en noir et blanc, l'école des Beaux-Arts. Je dessine là. Oui. Moi, c'était en 83, quelque chose comme ça. C'était parce que bon, l'école des Beaux-Arts avant, il y avait même des étrangers. Il y avait, je crois, un gagnant qui était derrière moi. Ils étaient avec l'Exoris que je salue d'ici. Il est à Biskra, c'est-à-dire on était en train de dessiner. Mais les Beaux-Arts, parce que maintenant, je ne sais pas. Bon, les Beaux-Arts, ça ne change pas. Là, les Beaux-Arts, ça reste ici, fermement. C'est ça. Toute une jeunesse. C'est la base. On sortait des fois même au parc de Galon là-bas, on faisait des esquisses. C'est pour ça qu'un artiste ne s'arrête pas. C'est ça. Et de votre côté, on peut dire que vous êtes réaliste, non? Bref, oui, mais j'aime bien réaliste parce que j'ai fait les études académiques. C'est en académie, tu ne peux rien faire. Normalement, c'est la base de tout. Je peux faire abstrait, je peux faire beaucoup de choses. Je maîtrise aussi l'aquarelle, pastel. Voilà, mais moi j'ai fait le touche réalisme avec un petit peu impressionnisme, un petit peu, je sais pas, autre chose.
je mélange des styles, quoi, pour devenir des styles à moi. En fait, c'est ça un artiste. C'est ça un artiste, il n'aime pas être dans une case. Donc voilà. Alors parfois, j'ai envie de faire quelque chose de vraiment paysage réaliste. Par exemple, j'ai le paysage d'Alger, centre Alger, parce que tout le temps, on sort, on balade. Parfois, je vois le soir, le bon matin, c'est bon. C'est ça, les crevettes. Et parfois, voilà, j'ai envie de faire quelque chose de réaliste. La dernière fois, j'ai fait les fleurs, aussi les roses. J'ai été tellement été bon dans le jardin de Liberté. Les jardins, c'est les parcs, parce qu'on habite et il y a beaucoup de parcs. Alors, les roses qui fleurissaient comme ça, magnifiques. Moi, je dis, mon Dieu, j'ai envie de faire des roses, un bouquet de roses. C'est génial. Voilà. Donc, parce que c'est pour ça que je peux faire le portrait, le paysage, la composition figurative, bref, tout. Moi, j'ai adoré les Touaregs. Les Touaregs, voilà. En plus, un artiste, bien sûr, et parlons d'art, vous faites aussi de la photo. Bien sûr. Et vous êtes vraiment suivi beaucoup par sur Internet, les réseaux sociaux. J'adore l'Algérie, j'adore Alger en plus. Je suis un enfant d'Alger, c'est-à-dire, bon... À travers vos photos. Bien sûr, j'essaie, pardon. J'essaie. Bon, vous voyez, il y a une touche abstraite, mais c'est beau. Et ça fait partie du décor. Parce que, bon, bien sûr, parce que l'école russe, c'est-à-dire on ne peut pas s'en passer du réalisme. Parce que les gens, je ne sais pas, bon, je parle déjà d'un artiste qui font maintenant de l'abstrait, ils ne savent pas que Picasso, avant qu'il arrive à l'abstraction, qu'est-ce qu'il faisait avant. Si vous voyez des dessins de Picasso, c'est-à-dire le réalisme... À 16 ans, il a fait le portrait, autoportrait. Il faut voir comment... Il faut voir la biographie. À 16 ans, il a fait parce que son père était aussi peintre. Alors, il a maîtrisé tout. Il a dit, moi, je suis Velázquez. Velázquez, c'est un grand peintre espagnol aussi. Incroyable. Alors, mais parce que le temps a changé, alors il a commencé à faire expérimenter les trucs. C'était la mode, nouveau. Parce qu'en Russie, c'était la révolution, le monde a changé. C'est ça. On a dit, voilà, il faut tout changer. Alors, il changeait la peinture aussi. C'est ça. Et donc, on parlait de l'école des beaux-arts, c'est la base. C'est la base, c'est-à-dire on avait une très bonne base, parce que même quand on est parti en URSS, c'est-à-dire on maîtrisait déjà le dessin. Et comme c'est le réalisme et tout ça, c'est-à-dire, bon, déjà la première des choses, c'est-à-dire si pour accéder à l'académie, tu passes un concours. C'est ça. Bon, malgré qu'on était des étrangers, peut-être, bon, j'étais le deuxième Algérien qui était là-bas à la Kouliha, parce qu'il y avait des Algériens qui avaient terminé. D'accord. Donc dessine-moi ton portrait. Wow. Je me disais, c'est une blague. Oui. Ben oui. J'ai commencé, bon, il y avait le miroir et tout ça, je commençais à dessiner, c'est bon, vous êtes admis. C'est vrai? Ouais. Incroyable. Parce que pour eux, si tu ne maîtrises pas le dessin, le réalisme, comment tu vas faire un storyboard? C'est ça. Parce que le storyboard, c'est de la bande dessinée plus approfondie. Parce que bon, la bande dessinée, ce n'est pas un storyboard. Mais le storyboard, parce que Dokatek, je ne sais pas. On le voit à travers les images. Et il y a un acteur, la mort par exemple de Jindel ou la Hadja, il faut que tu la dessines pour que tu facilites la tâche au réalisateur. Non, pour l'opérateur aussi, il prend ce cadre-là, il faut. De toute façon, je ne peux pas passer du cadre du réalisateur au directeur photo. Parce que c'est un travail qui me dit, bon, je fais la scène. La scène, je peux découper des cadres. D'accord. C'est tout un travail. C'est tout un travail. Au début, je commence. Il faut dessiner. Sinon, toujours, il faut une bonne dessinateur. Aujourd'hui, quand j'ai vu le comédien, 30 ans en arrière. C'est ça. C'était là que j'étais jeune, 33 ans, Mazania et tout ça. Et 250 plans, c'est pas donné. Plus le costume, plus les maquettes que je faisais. Enthousiasme. Et c'est ça, mais c'est les détails. Les détails. La bande dessinée, c'est pas le détail, c'est l'histoire. Mais un storyboard, c'est le détail. C'est les costumes. Le costume, l'étude du costume. Dans le temps, il n'y avait pas d'Internet, il fallait se casser la tête. C'est ça. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Franchement, sincèrement, c'est toujours un plaisir de passer un moment avec vous. Aïe. Moi, je vais recevoir mon invité, Myriam Moussaïd.
On est bien là, Maryam. On est très bien. Ça change du studio. Oh là là. Je pense qu'ils devraient le faire à l'année. Même s'il y a la pluie, ils vont trouver une solution. Je pense que les techniciens ne vont pas. Regarde, pendant l'été et pendant l'hiver, ils font une verrière. C'est ça. Ça va faire comme un jardin d'hiver. Voilà, un jardin d'hiver. Et on ramènera tes plantes. Dehors, il ne fait pas beau, il fait génial. Et tout. À l'intérieur, il y a une ambiance chaleureuse. Super. Et on leur fera un bonjour d'Algérie de 4 heures. Chiche. 4 heures. 4 heures. Oui, je sais. Mais on vient de voir maintenant le géranium. Moi, j'aime bien les couleurs que ça donne. Oui. Cette plante, plein de couleurs. Le rose, le rouge. Oui, le mauve, mais il y a un violet. Ça sent pas. Non. ما كاينش الريحه في الجيرانيوم. لا ما كاينش. شباب بصح من البعيد. Là. Oui. Et pendant l'été, on peut trouver. Ou là, c'est juste. C'est pas que le printemps. On peut trouver maintenant des plantes ou des qui sentent bon. Oui. Mais bien sûr. Pendant l'été. Pendant l'été, c'est vraiment une saison où tous les parfums sont mis en exergue. Parce qu'il faut savoir que la chaleur, ça donne on va dire, ça donne du punch. Ça déclenche. À toutes ces effluves, à tous ces parfums. C'est génial. Entre autres, on a le fameux Mskellil. Ah oui. Et Mskellil, le galant de nuit. Bah oui. C'est vrai. هو في الصيف. C'est vrai, je m'étais déjà fait ça m'étonnerait. Pour les on ne reste pas dehors, c'est vrai. Exactement. Nangara, ouais. Donc oui, effectivement, donc c'est une plante. Alors le galant de nuit, Mskellil, qui a toujours été le compagnon des soirées d'été. Donc cette magnifique arbuste. Donc on a déjà Mskellil. On a Mskellil, on a le jasmin aussi. Oui. On a le jasmin et il est en fleurs en ce moment. Je ne sais pas si tu as fait attention, Nabila, mais si tu te promènes un petit peu comme ça, il est sur le sol. On a juste à se baisser. C'est ça. Moi, j'en vois souvent quand je suis en pleine rue. Effectivement. Et c'est vrai, je n'ai pas fait attention que ça fleurit toute l'année. Ça fleurit plusieurs fois pendant l'année. En ce qui concerne le jasmin. Le jasmin. Donc, on a plusieurs floraisons pendant l'année. Mskellil, il y en a à peu près 2, mais la plus importante, c'est pendant l'été. Donc, dès que les grosses chaleurs, Smaïm sont là. Donc, Mskellil s'éclate et on va dire, nous fait le bonheur de partager cette... Ça nous fait... C'est quelque chose, le galant de nuit a un parfum, a une odeur très spéciale. Ça crée une ambiance incroyable, même si on est seul. Tout à fait. C'est clair. On se sent tout de suite apaisé. C'est ça. Et on va dire que la soirée encore est plus agréable, on est plus détendu. C'est ça. On apprécie la ville, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Maintenant, mais tu parles et moi je me dis, c'est vrai que c'est pendant l'été. Alors regarde, ce qui est cool pendant l'été, et pourquoi je parle, donc on a déjà parlé de 2, on a parlé du jasmin. Donc le jasmin, c'est toute la journée, c'est du lever du soleil jusqu'en soirée, il est odorant pendant toute la journée. D'accord. Mskellil, par contre, lui, ça va être uniquement le soir, quand on a tout fini et qu'on s'installe. Lui, il est là pour nous accompagner. Nous avons aussi Noir de l'Achia, donc les belles de nuit. Donc les belles de nuit, ce sont de tout petits arbustes avec de jolies petites fleurs en trompette. C'est très mignon, c'est très raffiné et ça sent très bon. Par contre là, ça te plairait, donc cette Noir de l'Achia. Pourquoi? Parce qu'il y a une très belle déclinaison de couleurs. Donc ça va du jaune au blanc, au rose pâle. Et ça donne... Donc c'est beau et ça sent bon. Et ça sent bon toute la journée. Donc du moment où tu iras comme ça cueillir quelques fleurs de Noir de l'Achia, tu auras on va dire ce bonheur et ce privilège d'avoir ce parfum. Et encore un dernier, vas-y, pense. À quoi tu penserais? Je sais pas, à part les roses. On le retrouve très souvent dans les parfums. Très souvent dans le parfum. Chèvrefeuille. 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 Et oui. Donc l'été aussi, c'est sa saison de prédilection, bien qu'il ne fleurit pas uniquement l'été. Donc il a une première floraison à la fin de l'hiver, donc début du printemps. Mais pour l'été, c'est vraiment autre chose. C'est là où, on va dire que c'est là où il fleurit le plus abondamment et où le parfum est encore le plus prononçant. Donc le chèvrefeuille qui s'appelle Sultan El Ghaba. Voilà, donc autrefois, donc dans les maisons algéroises, que ce soit aussi dans tout le territoire national, on ne se parfumait pas avec, on va dire qu'il n'y avait pas encore cette tradition comme nous avons aujourd'hui, donc déodorants, parfums de corps, parfums de ceci, cela. Non, en fait, on se parfumait avec ces... bio. Voilà, en bio, tout à fait. C'est super. Voilà. Et donc, on a alors Mskellil, jasmin, Noir de l'Achia. Donc le belle de nuit, c'est joli, ça s'appelle belle de nuit. Belle de nuit. Et Sultan El Ghaba. Ça fait viril. Mais ça sent bon. Par contre, c'est vrai que le nom fait viril, mais le parfum est très raffiné. Mais c'est bien, tant mieux tout en douceur, que la fleur. C'est ça.
Tu vas faire autant maintenant, c'est la matinée, maintenant je suis pressée d'arriver au soir. Envie de jasmin. Ouais. Ah oui, ça donne envie. De humer, donc. Oui, donc je comprends pourquoi tu es venue les mains vides. Parce que d'habitude, il y a toujours quelque chose. Non, cette fois-ci, c'est pas le plaisir des yeux, enfin c'est le plaisir des yeux, oui. Plus aussi donc le plaisir olfactif, donc toutes ces effluves, tous ces parfums donc qui se mélangent à ces chaudes nuits d'été. Et pourquoi ne pas apprécier en tout simplement ce qu'on peut faire, c'est que même si on n'a pas un jardin, même en terrasse, même en jardin, on peut toujours avoir un beau jasmin. Il y a plusieurs variétés de jasmin. Et donc, le jasmin, c'est comme le citron cane, on dit 4 saisons, ou là non, ça... Oui, non, effectivement, il y a certains jasmins qui vont fleurir plusieurs fois pendant l'année et d'autres non. Donc il y a le jasmin des Indes, il y a le jasmin, on va dire, commun que nous avons là. Il y a vraiment beaucoup de variétés de jasmin. J'imagine ta maison, Mri Mamara. Kay, la vertu. Oui. J'imagine quand on rentre de la maison c'est du monde du genre. Je vais te confier, en ce moment, j'ai des aubergines, des tomates, des piments, du basilic et du persil. Voilà, c'est super. J'ai tout ça. Ah, mais je fais déjà quand on rentre, on dit t'as tout ça sur ta terrasse. Voilà. C'est une passion en fait. Où on aime ou on n'aime pas. Ça. Il faut savoir qu'ils nous le rendent en retour. Et est-ce que les filles elles ont la main verte? En fait, quand elles étaient petites, c'était pratique parce qu'on les envoyait arroser. C'était rigolo. Maintenant, on arrive un peu à l'âge où ils sont un peu feignants. Non, maman, flemme, j'ai pas envie. Flemme. Flemme, oui. C'est quoi ce mot flemme? C'est nouveau. Ouais. Va faire ça. Flemme. Flemme. Oui, moi j'attends la suite de la phrase. Flemme. Bon. Voilà, écoute, j'espère qu'on n'a pas donné de la flemme aux chers téléspectateurs. Et merci. Merci, Mélim. J'espère que tu as passé ou tu vas passer de bonnes vacances. J'espère, oui. Voilà. Alors, les vacances, c'est toujours loin des villes, loin du béton. Donc, limite l'attente en pleine nature. Oui, non, mais il faut se déconnecter. Tu as bien fait comme ça. On va se retrouver, Inch'Allah, septembre, bien bronzé et avec plein de choses dans la tête. Inch'Allah. Merci beaucoup, Mélim. Merci, Nabila. Merci, Laïs c'est partagé. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez apprécié, comme moi, cette brise d'été. J'espère qu'on a bien égayé votre matinée. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas l'écran total. N'exposez pas. Essayez de pas